Il y a un moment dans l'histoire de la Terre qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Sauf que ce n'était pas de la fiction. Cela s'est vraiment produit, et cela a transformé notre planète en un monde extraterrestre qui nous terrifierait aujourd'hui. Imaginez respirer un air si riche en oxygène qu'il vous donnerait le vertige en quelques minutes. Un monde où un seul éclair pouvait enflammer même les forêts humides dans des incendies incontrôlables. Un royaume où les insectes atteignaient des proportions monstrueuses, des libellules avec des envergures d'ailes plus larges que votre bras et des 1000 pattes plus longs que votre canapé. Bienvenue sur Terre pendant la période carbonifère, lorsque notre atmosphère contenait 35% d'oxygène, soit presque le double de ce que nous respirons aujourd'hui. Et pendant 60 millions d'années, cette atmosphère surchargée d'oxygène a transformé la vie d'une manière qui semble impossible. Alors, si ces histoires vous aident à vous détendre, ou quoi que ce soit, cliquez sur « J'aime » ou abonnez-vous. D'ailleurs, je suis curieux de savoir où vous êtes. Commentez votre ville et l'heure. En lisant les commentaires de la dernière vidéo, j'ai vu Miami, Manchester et Melbourne. Internet est étrange, non? Mais ceci n'est pas seulement une histoire de gros insectes. C'est un chapitre étrange de la biographie de notre planète, où la chimie même de l'air a remodelé tout ce qui était vivant. C'est l'histoire de la façon dont notre planète a créé des conditions qui ne pourront jamais, absolument jamais, exister à nouveau. Et tout a commencé par un accident évolutif. Entré dans le Carbonifère tardif, il y a 300 millions d'années, c'est pénétré sur une planète en transformation. Les continents n'étaient pas éparpillés comme aujourd'hui. Ils s'assemblaient en un seul supercontinent massif, appelé la Pangée. Une vaste masse terrestre s'étendant du pôle Nord au pôle Sud, entourée par un seul océan mondial. La Terre était brute, nouvellement conquise par la vie, et elle pulsait d'humidité. Mais ce qui distinguait vraiment cette époque, ce n'était pas la forme des continents, c'était les forêts. La période carbonifère a vu l'émergence des premières véritables forêts tropicales de la Terre, et elles n'avaient rien à voir avec ce qui existe aujourd'hui. Dominant le paysage, on trouvait des lycopsides géants, d'anciennes mousses à massue pouvant atteindre 30 mètres de haut. C'est l'équivalent d'un immeuble de 10 étages. Et techniquement, ce n'étaient même pas des arbres au sens où nous l'entendons. Ces plantes avaient des tiges creuses remplies d'eau et se reproduisaient par spores et non par graines. À côté d'elles se dressaient des fougères à graines, des prêles géantes et même des champignons de la taille d'un arbre atteignant près de 8 mètres de haut. C'était une époque si ancienne que même les plantes étaient des êtres primitifs. Pas de fleurs, pas de fruits, pas d'herbes. Le monde était encore à plusieurs centaines de millions d'années du bourdonnement des abeilles ou de l'ombre des chênes. Ces premières forêts étaient un concept totalement nouveau, humide, dense, sombre. Un enchevêtrement sans fin de fougères et d'ombres, étouffé de lianes et grouillant de vie. Sous la canopée, le sol grouillait de décomposition. Les forêts marécageuses du Carbonifère devinrent d'immenses tourbières, piégeant la matière végétale morte dans des sols saturés d'eau. Au fil des millions d'années, cette soupe riche en carbone s'est comprimée pour former les veines de charbon que nous exploitons encore aujourd'hui. Mais ce monde luxuriant n'était pas seulement un paradis. La végétation dense libérait dans l'atmosphère d'énormes quantités d'oxygène par photosynthèse, bien plus que la planète n'en avait jamais connu. Certaines estimations suggèrent que l'air atteignait jusqu'à 35% d'oxygène, contre 21% aujourd'hui. De quoi rendre un humain moderne étourdi à chaque respiration ou faire brûler une bougie 2 fois plus vite. Et ce monde riche en oxygène était parfait pour un groupe. Les arthropodes, les insectes, araignées, 1000 pattes et scorpions y prospéraient, non seulement en nombre, mais aussi en taille. Les vertébrés, en revanche, en étaient encore à leur début. Les amphibiens primitifs avaient fait le saut vers la terre ferme, certains atteignant 2 mètres de long, mais ils restaient limités par leur peau humide et leurs œufs dépendant de l'eau. Les reptiles commençaient à peine à émerger, développant une peau écailleuse et des œufs à coquilles qui donneraient un jour naissance aux dinosaures. Mais pour l'instant,
tous restaient des acteurs secondaires. C'était un monde de géants chitineux. Alors, comment les insectes ont-ils pu atteindre de telles tailles monstrueuses? Le secret réside dans leur façon de respirer. Si vous vous êtes déjà demandé, les insectes utilisent un système de distribution d'oxygène totalement différent de celui des mammifères ou des reptiles. Élégant, mais terriblement inefficace. Les insectes n'ont pas de poumons, pas de diaphragme, pas de sac aérien, pas de respiration profonde. À la place, tout leur système respiratoire est un réseau de minuscules tubes appelés trachées, qui livrent directement l'oxygène à leurs cellules par simple diffusion. C'est comme avoir des millions de micro-snorkels parcourant leur corps. L'oxygène entre simplement par des ouvertures de leur exosquelette appelées stigmates et se diffuse là où il était nécessaire. Ce système fonctionne parfaitement pour les petites créatures. Mais il y a un problème majeur. Il ne s'adapte pas bien aux grandes tailles. Plus le corps est grand, plus il est difficile de diffuser l'oxygène partout sans transport actif. Dans l'atmosphère actuelle, cela impose une limite stricte à la taille des insectes, le plus grand étant le weta géant de Nouvelle-Zélande. Ses cousins massifs des grillons peuvent atteindre 700 cm et peser environ 70 talligrammes. Impressionnant, mais toujours assez petit pour tenir dans une main. Mais pendant le Carbonifère, la concentration élevée d'oxygène atmosphérique permettait même aux insectes de grande taille de respirer par simple diffusion. Soudain, les insectes avaient tout l'espace pour croître. L'oxygène atmosphérique agissait comme un stéroïde évolutif pour les invertébrés. Ce lien n'est pas seulement théorique, il a été testé. En 2007, des chercheurs de l'Université d'État de l'Arizona ont élevé des insectes modernes dans des environnements contrôlés avec différentes concentrations d'oxygène. Les résultats furent de frappants. Dans des conditions hyperoxiques, certaines espèces de libellules et de coléoptères ont grandi beaucoup plus que leurs homologues normaux. Les mêmes principes qui ont façonné des géants il y a des millions d'années existent encore dans leur génome aujourd'hui. Imaginez-vous maintenant debout au milieu d'une jungle carbonifère. Vos bottes s'enfoncent légèrement dans le sol spongieux, une tourbe saturée d'eau, formée par des millions d'années de décomposition végétale. L'air est épais, non seulement d'humidité, mais aussi d'oxygène. Tout 35% de celui-ci. C'est plus d'une fois et demie ce que nous respirons aujourd'hui. Vous vous sentez étourdi. Votre poitrine se soulève plus vite que d'habitude. Non par panique, mais par chimie. Une telle densité d'oxygène vous rendrait étourdi, euphorique même, et extrêmement inflammable. Une étincelle, un éclair, et même le bois le plus humide pourrait partir en flammes. Vous avez déjà entendu parler de combustion spontanée? Dans cette atmosphère, ce ne serait pas un mythe. Vous baissez les yeux et voyez des racines serpentant sur le sol du marais, comme des veines sous la peau de la terre. Partout, il y a du mouvement, de minuscules arthropodes, des amphibiens primitifs, des créatures avec trop de pattes et trop peu d'intérêt pour votre présence. Mais le véritable spectacle est au-dessus. Vous levez les yeux, et un instant, votre cerveau peine à comprendre ce qu'il voit. Car là-haut, dans la canopée voilée, se trouvent des créatures qui ne devraient pas exister. Pas dans votre monde, pas selon vos règles. Vous entendez un battement d'ailes au-dessus de vous. Une paire d'ailes traverse la lumière filtrée de la canopée carbonifère. Et, un instant, cela ressemble à un oiseau. Si les oiseaux n'avaient jamais été inventés et que l'évolution avait tenté autre chose. Mais ce n'est pas un oiseau. C'est un paléodictyoptère, avec des envergures allant de 40 à 50 ans en 100 000 ans. Ce furent parmi les plus grands insectes ailés à avoir jamais existé. Les fossiles montrent qu'il comptait parmi les premiers volants de l'histoire de la Terre, précédant à la fois les vraies libellules et les papillons modernes de dizaines de millions d'années. Mais malgré leur taille, ce n'étaient pas des prédateurs. Ils étaient de doux planeurs, vestiges d'expérimentation évolutive. Le nom paléodictyoptère signifie « aile ancienne en réseau », et cela leur convient parfaitement. Leurs 4 ailes principales, 2 antérieures et 2 postérieures, étaient richement nervurées, formant des motifs géométriques
semblables à du verre coloré ou à de la soie d'araignée. Ces insectes possédaient également une paire de petits lobes en forme d'aile près du thorax antérieur, juste derrière la tête. Souvent appelés ailettes prothoraciques, cela faisait en tout 6 extensions ressemblant à des ailes, bien que seules 4 étaient utilisées pour le vol actif. Ces lobes antérieurs n'étaient donc pas de véritables ailes au sens aérodynamique, mais ils ont peut-être servi de stabilisateurs ou représenté une étape ancestrale dans l'évolution des ailes. Certains paléontologues suggèrent même que ces structures soutiennent l'hypothèse selon laquelle les ailes d'insectes auraient évolué à partir de branchies chez des ancêtres aquatiques. Les paléodictyoptères n'étaient pas conçus pour les poursuites rapides. Ils étaient herbivores, se nourrissant de sève et de tissus végétaux tendres. Leur pièce buccale comprenait une trompe primitive, une sorte d'aiguille leur permettant de percer la végétation et d'en extraire les fluides. Cela fit d'eux parmi les premiers insectes à développer des stratégies d'alimentation spécialisées, au-delà du simple broyage, ouvrant la voie à tout, des papillons aux moustiques. Certains pouvaient avoir eu des motifs colorés sur leurs ailes, comme des cerfs-volants vivants suspendus dans la lumière. Mais nous ne pouvons qu'en deviner les couleurs. Les fossiles préservent la structure, pas la peinture. Mais leur simple présence révèle quelque chose de profond. Le vol était arrivé. Pour la première fois dans l'histoire de la Terre, un animal n'était plus limité à ramper ou nager. Il pouvait voler. L'évolution avait trouvé le moyen d'exploiter un tout nouveau domaine, l'air. Les paléodictyoptères ouvrirent le ciel à la vie. Mais ils n'étaient donc pas les seuls à profiter de cette atmosphère riche en oxygène. Et tous les géants aériens n'étaient pas de paisibles buveurs de sève. Certains étaient donc des chasseurs, et ils allaient en changer la donne à jamais. 2 ailes, puis 4, larges, nervurées, battant comme des voiles, des yeux gros comme des billes, des pattes comme des crochets, et une envergure presque égale à la longueur de votre bras. Voici Meganeura-moni. Pendant des millions d'années, ce fut le prédateur suprême des cieux du Carbonifère. Avec une envergure pouvant atteindre 70 cm et un corps de plus de 30 cm, Meganeura était un géant à tout point de vue. Même les oiseaux modernes auraient du mal à rivaliser avec sa silhouette. Mais Meganeura n'était pas seulement grand, il était mortel. Ses 4 ailes fonctionnaient indépendamment, lui permettant de planer, virer, plonger et accélérer avec une précision chirurgicale. Ses yeux étaient d'énormes globes composés, offrant presque 360 degrés de vision, comme 2 caméras hémisphériques fixées à son crâne. À l'instar des libellules modernes, il avait probablement un taux de capture supérieur à 90%. Et ses proies n'étaient même pas des moucherons ou des moustiques. Les fossiles et les modélisations biomécaniques suggèrent qu'il chassait d'autres insectes, des amphibiens juvéniles, et peut-être même de petits vertébrés. Ses pattes étaient démunies de longs segments épineux, formant un panier barbelé en plein vol. Tout ce qui s'y retrouvait, insectes mous, petites proies ailées, était broyé immédiatement. Pas besoin de poursuite au sol ni de mise à mort différée, juste frappé et consommé. Meganeura ne planait pas maladroitement comme une expérience préhistorique. Il volait comme s'il était né pour ça. Et pourtant, nous ne comprenons pas encore pleinement son cycle de vie. On suppose qu'il commençait, comme les libellules modernes, sous forme de nymphes aquatiques, probablement un redoutable prédateur des mares et marécages du Carbonifère. Sous sa forme juvénile, il devait avoir des branchies, des stratégies d'embuscade, et un goût pour les têtards ou petits crustacés. Puis, après plusieurs mues, il émergeait, déployait ses ailes et commençait son règne au-dessus de la canopée. Son registre fossile est fragmentaire, mais sans équivoque. Les premiers restes furent découverts en 1880 en France, et d'autres spécimens ont depuis été retrouvés en Europe et en Amérique du Nord. La nervation complexe de ses ailes, en grille presque architecturale, est une caractéristique déterminante. Ce n'était pas seulement solide, c'était conçu pour durer. Aucun autre insecte n'atteindrait une telle domination aérienne avant des centaines de millions d'années. Mais, tandis que les cieux du Carbonifère étaient gouvernés par ces prédateurs semblables à des libellules,
le sol de la forêt abritait ses propres terreurs. Et elles étaient encore plus étranges que celles qui volaient au-dessus. Des créatures qui vous feraient frissonner, non seulement par leur apparence, mais parce qu'elles incarnent l'une de nos peurs les plus anciennes et les plus profondes. Quelque chose de massif se déplace dans les sous-bois. Quelque chose avec trop de pattes et un corps blindé d'une taille inimaginable. Vous venez de rencontrer l'une des créations les plus cauchemardesques du monde, saturée d'oxygène. Un prédateur qui ferait hésiter même les réalisateurs de films d'horreur modernes à l'inclure dans leur scénario. Mais qu'était exactement cette créature et comment chassait-elle dans les forêts primitives du Carbonifère? La réponse réside dans l'une des découvertes fossiles les plus remarquables de ce chapitre extraterrestre de l'histoire de la Terre. Voici Pulmonoscorpius kirktonensis, le plus grand scorpion à avoir jamais foulé le sol terrestre. Il atteignait près de 70 cm de long, des pinces jusqu'à l'aiguillon. C'est à peu près la taille d'un chat domestique moderne, mais avec une énergie totalement différente. Son corps était recouvert d'une armure chitineuse, épaisse, sculptée comme des plaques d'obsidienne imbriquées. Chaque mouvement était délibéré, chaque pas calculé. Ce n'était pas une créature pressée, parce qu'elle n'en avait pas besoin. Pulmonoscorpius était au sommet de la chaîne alimentaire dans son milieu, un prédateur suprême du sol forestier carbonifère. Il chassait par embuscade et avec une précision sensorielle, à l'aide d'un arsenal qui semblait presque trop perfectionné pour son époque. Commençons par les pédipalpes, ces appendices antérieurs qui ressemblent à des bras terminés par des pinces. Ils étaient massifs, musclés, de véritables armes capables d'écraser les exosquelettes d'arthropodes et de maintenir fermement des amphibiens qui se débattaient. La morphologie fossile suggère qu'ils possédaient des arêtes dentelées, idéales, pour agripper des proies molles et glissantes. Et bien sûr, il faut parler de la queue. Elle se dressait haut, au-dessus de son corps, terminée par un aiguillon recourbé, probablement empoisonné. Bien qu'aucune preuve fossile directe de la glande à venin ne subsiste, les scorpions modernes nous fournissent un parallèle clair, et rien ne laisse penser que Pulmonoscorpius était moins bien équipé. Sa taille seule permettait un volume de venin considérable, rendant une seule piqûre potentiellement mortelle pour de petits vertébrés. Ses yeux étaient un autre atout. Pulmonoscorpius en avait deux principaux probablement dédiés à la vision stéréoscopique, et plusieurs yeux latéraux répartis sur sa carapace pour détecter les mouvements et les changements de lumière. Comme les arachnides modernes, il possédait peut-être aussi des poils sensoriels, appelés trichobotries, capables de percevoir le moindre mouvement d'air. Il pouvait sentir une proie bien avant qu'elle n'arrive. Même les vibrations du sol causées par les pas légers d'un jeune tétrapode pouvaient suffire à révéler sa position. Et cela faisait de Pulmonoscorpius un parfait prédateur d'embuscade. Il ne poursuivait pas, il attendait. Il se fondait dans les zones sombres, sous les troncs de lycophytes en décomposition, ou se tapissait sous une couverture de fougères mortes, où son corps blindé était presque indiscernable de son environnement. Puis, d'un coup sec, saisir, frapper, injecter, attendre. Il se nourrissait probablement d'une variété de créatures, petits arthropodes, mollusques, premiers amphibiens, voire les premiers reptiles primitifs, s'ils étaient assez lents ou malchanceux. Les fossiles de la carrière de Kirkton en Écosse le placent clairement au Carbonifère, prospérant dans un environnement marécageux plein de végétation en décomposition et de sous-bois denses. Un terrain parfait pour les prédateurs embusqués. Mais malgré son apparence terrifiante, Pulmonoscorpius fut un phénomène unique. Les scorpions modernes dépassent rarement 20 centimètres. Et même la plus grande espèce actuelle, le scorpion empereur, n'est qu'une fraction de son ancêtre disparu. Pourtant, pendant un bref instant de l'histoire de la Terre, ce chasseur antique fut sans rival. Et pourtant, il existait des arthropodes encore plus grands parcourant les paysages carbonifères. Au premier regard, on pourrait croire à une bûche traînée au sol, mais elle contourne soudain un tronc d'arbre. C'est Arthropleura, et c'est littéralement le plus grand invertébré terrestre ayant jamais existé. Nous le savons non seulement grâce aux fossiles, mais aussi grâce à ses empreintes. De massives ondulations imprimées dans les sédiments du Carbonifère
et conservées dans la roche. Certaines sont si larges et profondes qu'on pourrait s'y allonger. Arthropleura mesurait jusqu'à 2,6 mètres de long et pesait autant qu'un grand chien, voire plus. Il ressemblait à un mille-pattes, mais n'avait rien à voir avec ceux qui s'enroulent dans votre jardin. Arthropleura était un hybride géant entre mille-pattes et chenilles cuirassées, couvert d'un exosquelette segmenté. Ses plaques dorsales s'emboîtaient comme des tuiles, le protégeant d'en haut, tandis que ses dizaines de paires de pattes lui donnaient une traction puissante dans la boue, les réseaux de racines et la matière végétale en décomposition. Malgré sa taille terrifiante, Arthropleura semble avoir été herbivore ou détritivore, se nourrissant de végétation en décomposition, de mousse et peut-être même de champignons. Les preuves fossiles issues de contenus stomacaux sont rares, mais sa mâchoire manquait des structures de percement ou de découpe typiques des prédateurs. Il broyait probablement des tissus végétaux mous, transformant lentement le sol forestier en humus. Et dans ce monde, la taille était une protection en soi. Être massif signifiait être en sécurité. Même des prédateurs comme Pulmonoscorpius auraient sans doute réfléchi à 2 fois avant d'attaquer un animal doté d'une carapace presque impénétrable et d'une telle masse. Aucun vertébré connu de cette époque n'aurait pu le défier directement. Ces fossiles, retrouvés en Écosse, en Allemagne et en Amérique du Nord, suggèrent qu'il était commun dans les forêts marécageuses du Carbonifère, surtout dans les zones sujettes aux inondations périodiques où s'accumulait rapidement la matière végétale. Pourtant, malgré sa taille, nous n'avons jamais retrouvé sa tête complète. La structure exacte de ses pièces buccales reste un mystère, tout comme une grande partie de sa biologie reproductive. Gardait-il ses œufs? Creusait-il des terriers? Nous ne pouvons que spéculer. Et comme pour tant de géants de cette ère, ce que nous savons est impressionnant, mais ce que nous ignorons l'est encore plus. Le Carbonifère fut une époque d'expérimentation évolutive, où les créatures testaient les limites du possible dans un monde riche en oxygène. Prenez Megarachne cervinei, par exemple. Pendant des décennies, ce préfixe « méga » fut pris au pied de la lettre. On la considérait comme la plus grande araignée ayant jamais existé. Paléontologues, journalistes, manuels scolaires, tous la décrivaient comme une terreur à 8 pattes des marécages carbonifères, avec une envergure couvrant une assiette, jusqu'en 2005, quand une équipe dirigée par le docteur Paul Selden réexamina le fossile original. Et leur découverte changea le récit. Megarachne n'était pas une araignée, ce n'était même pas un arachnide. Elle appartenait à une autre famille, les Eurypteridés, un groupe d'arthropodes disparus, plus connu sous le nom de scorpions de mer. Megarachne ne tissait pas de toile et ne rôdait pas sous les broussailles. Elle rampait au fond des rivières carbonifères, fouillant les sédiments avec ses membres en forme de pagaie, à la recherche de nourriture. Elle appartenait à la même vaste famille évolutive que les scorpions, les limules et les trilobites, des chasseurs aquatiques et fouilleurs de fond, prospérant avant que poissons et amphibiens ne dominent les eaux peu profondes. Et même si ce n'était pas une araignée, elle restait énorme. Les estimations basées sur le fossile suggèrent une longueur corporelle d'environ 500 cm, ce qui en fait l'un des plus grands eurypteridés connus en eau douce. Ses membres trapus et larges servaient à s'ancrer dans la vase et à creuser dans les détritus. Sa méthode d'alimentation était probablement le balayage, utilisant des appendices spécialisés pour ratisser les sédiments et piéger de petites proies comme des vers, des larves d'insectes ou des crustacés. Son épaisse carapace, préservée avec de magnifiques détails dans les fossiles, ressemblait au corps segmenté d'une araignée terrestre, ce qui a initialement trompé les chercheurs. Mais sa structure était fondamentalement différente. Pas de filière, pas de crochets venimeux, et aucune adaptation claire à une vie aérienne. Elle vivait dans l'eau, des eaux peu profondes et riches en oxygène, où la végétation en décomposition nourrissait un écosystème entier d'organismes fouisseurs et filtreurs. Et Megarachne trônait confortablement près du sommet de ce monde aquatique. Elle partageait cette lignée avec des géants. Ses ancêtres incluaient Yaechelopterus, Rainieria et Pterigotus,
des eurypteridés marins qui atteignaient de plus de 2,5 mètres. Mégarachne était plus petite mais unique. L'un des rares eurypteridés adaptés à l'eau douce, un maillon essentiel entre les écosystèmes marins et terrestres. Et quand on observe son corps blindé et ses membres aplatis, on voit une autre forme de terreur, quelque chose d'étrange, d'aliénant, qui brise toutes les règles de ce qu'un animal devrait être. Mais toutes les terreurs du Carbonifère n'avaient pas besoin de taille ni de vitesse. Certaines n'avaient besoin que d'être les premières. Les trigonotarbides furent parmi les premiers véritables prédateurs terrestres, respirant de l'air, pleinement adaptés à la vie dans le sous-bois Carbonifère. Certains fossiles les datent d'au moins 419 millions d'années, bien avant le Carbonifère. Ils furent parmi les premiers à abandonner la sécurité de l'eau pour conquérir la Terre. Ils ressemblaient à des araignées et pendant des décennies furent classés comme tels. Les trigonotarbides étaient assez bien des arachnides, mais pas de véritables araignées. Ils ne filaient pas de soie. Ils n'avaient pas de glandes séricigènes. À la place, leur corps était bas, segmenté et lourdement blindé, avec un carapace protégeant la tête et le thorax. Leur abdomen était couvert de plaques, et leurs 8 pattes, épineuses et agiles, idéales pour se déplacer dans le sol encombré de la forêt. Leur proie était de petits invertébrés à corps mou. Leur chélicère était assez puissante pour écraser et déchirer. Une fois capturée, la proie septie était maintenue par les pattes et consommée vivante. Certains trigonotarbides mesuraient des quelques millimètres, les plus grands environ 500 cm. Leur petite taille était leur force. Dans un monde de prédateurs géants, ils passaient inaperçus. Ils respiraient par des poumons enfeuillés, comme les scorpions et araignées modernes, et leur anatomie interne montre un niveau d'adaptation stupéfiant pour l'époque. Des fossiles du site de Rinicher, en Écosse, préservent les trigonotarbides avec un niveau de détail stupéfiant, jusqu'à leurs organes respiratoires, leurs pièces buccales et même les poils de leurs pattes. Pendant des dizaines de millions d'années, ils prospérèrent. Puis, en silence, ils disparurent. Pas d'extinction catastrophique, pas de prédateur ultime pour mettre fin à leur règne. Ils furent simplement dépassés par les araignées, les scorpions et d'autres arachnides plus spécialisés apparus plus tard et qui évoluèrent la seule chose que les trigonotarbides n'eurent jamais, la soie. Mais tandis que les trigonotarbides s'effaçaient doucement dans l'histoire, dans les océans et les eaux peu profondes, un autre type d'armure apparaissait. Une armure qui n'avait pas besoin de toile ou de furtivité, car elle possédait autre chose, une défense brute. C'était l'Epidocoleus, mieux connu sous son surnom officieux, le ver Excalibur. Et malgré sa taille de seulement quelques millimètres, il fut peut-être l'animal le plus lourdement blindé de sa catégorie dans toute l'histoire de la Terre. Il vivait il y a plus de 400 millions d'années, durant le Dévonien, bien avant les forêts carbonifères. Ces fossiles furent découverts pour la première fois dans ce qui est aujourd'hui l'Australie occidentale, dans des environnements récifaux peu profonds qui bordaient alors des mers anciennes. L'Epidocoleus était protégé par un exosquelette complet composé de plaques minéralisées, qui se chevauchaient, constitué de calcite cristalline, une structure plus proche de la cotte de maille médiévale que du tissu mou d'un annélide. Ces plaques s'emboîtaient, formant une armure flexible mais presque impénétrable. Elles ressemblaient à de minuscules écailles ou à des boucliers superposés. Et lorsque le ver se recroquevillait en boule, à la manière d'un cloporte, il ne présentait au monde extérieur que ces plaques. Aucun prédateur de sa taille n'avait la moindre chance de les briser. Cette armure était si avancée qu'elle inspira son surnom de « ver Excalibur », en référence à l'épée légendaire du roi Arthur, car, comme la lame dans la pierre, elle semblait trop parfaite, trop finement construite, trop hors de propos pour une époque aussi ancienne. Mais comme tout avantage évolutif, elle avait un prix. Invulnérable, oui, mais au détriment de la mobilité. L'armure le ralentissait, limitait sa portée, et rendait sans doute plus difficile la colonisation de nouveaux habitats. Il pouvait se défendre,
Mais ils ne pouvaient pas rivaliser indéfiniment. Nous ignorons exactement de quoi ils se nourrissaient. Peut-être de déchets organiques, de tapis microbiens ou de petites particules de détritus ramassées sur le fond marin. Il n'a laissé aucune marque dedans. Ce qu'il a laissé, c'est une merveille fossilisée. Un chef-d'œuvre microscopique d'ingénierie évolutive. Puis, en silence, il disparut. À une époque où les prédateurs se multipliaient et où les vertébrés prenaient de l'importance, survivre par la seule défense ne suffisait plus. Mais durant un temps, au fond des mers tropicales anciennes, cette minuscule créature vécut enveloppée de plaques de cristal, portant une forteresse sur son dos, et défiait le monde de l'attaquer. La clé pour comprendre toutes ces créatures étranges réside dans leur respiration. Les arthropodes possédaient un système respiratoire unique, qui fonctionnait remarquablement bien dans l'atmosphère riche en oxygène du Carbonifère, mais qui imposait de strictes limites lorsque les niveaux d'oxygène chutèrent. Les insectes modernes ont des ouvertures appelées spiracles le long de leur corps, reliées à un réseau de tubes de plus en plus fins, appelés trachées. Ces tubes parcourent tout le corps et apportent directement l'oxygène au tissu par simple diffusion passive. Pas de pompage, pas de transport d'oxygène par le sang comme notre hémoglobine. L'oxygène se déplace simplement des zones de forte concentration vers celles de faible concentration. Ce système est incroyablement efficace pour les petits animaux, car l'oxygène atteint directement les cellules. Les insectes peuvent ainsi atteindre des taux métaboliques extraordinaires pour leur taille, permettant des battements d'ailes rapides et des mouvements vifs. Mais il existe une limite critique. La diffusion ne fonctionne qu'à courte distance. Plus un insecte grandit, plus ses tubes trachéens doivent s'allonger, et plus il devient difficile pour l'oxygène d'atteindre le centre du corps. Dans l'atmosphère actuelle, avec 21% d'oxygène, cela impose une limite de taille stricte. Mais au Carbonifère, avec 35% d'oxygène, cette limite fut levée. Soudain, la diffusion passive pouvait fonctionner sur de plus longues distances. Les insectes géants n'étaient pas seulement possibles, ils étaient inévitables. Les mêmes principes physiques qui limitent aujourd'hui leur taille leur permettèrent de devenir énormes dans ce passé riche en oxygène. Mais il ne s'agissait pas seulement de respiration. Les géants du Carbonifère possédaient aussi une force phénoménale. Si l'on comparait insectes, mammifères et reptiles dans un concours de force proportionnelle, les insectes l'emporteraient facilement. Le scarabée bousier peut tirer 1000 fois son poids. Si un humain devait en faire autant, il lui faudrait tirer 6 bus en même temps. D'autres concurrents incluent le scarabée rhinocéros, capable de déplacer 850 fois son poids, la fourmi coupe-feuille, portant 50 à 100 fois le sien, et la fourmi à mandibule piège, avec une morsure équivalente à 50 fois son poids. Ils surpassent des poids lourds de la nature, comme le tigre, l'ours grizzly ou le gorille. Même le puissant gorille n'atteint qu'environ 10 fois son poids. Tout cela vient de leur exosquelette et de l'agencement de leurs muscles, qui leur permettent d'exercer une force colossale par rapport à leur taille. Maintenant, imaginez ces mêmes avantages mécaniques, portés à l'échelle d'un chien ou plus, au Carbonifère. La force de ces anciens arthropodes aurait été absolument phénoménale. Mais l'ère des insectes touchait à sa fin. Et la cause n'était pas celle que l'on pourrait imaginer. Pas d'astéroïdes, pas d'hiver volcanique, pas de grande extinction foudroyante. La fin arriva comme une longue expiration, graduelle, inégale, mais définitive tout de même. Vers la fin du Carbonifère, il y a environ 300 millions d'années, les vastes marécages équatoriaux qui dominaient la planète commencèrent à se fragmenter. Ce qui était autrefois une jungle humide et continue, parfaite pour les plantes géantes productrices d'oxygène et les colosses qu'elles nourrissaient, commença à se briser. Pourquoi ? Parce que la Pangée se formait. Les forces tectoniques qui assemblaient lentement toutes les masses continentales en un seul supercontinent faisaient plus que déplacer les côtes. Elles modifiaient le climat. Quand les continents entrèrent en collision, des chaînes de montagnes s'élevèrent, modifiant la circulation de l'air et les régimes de pluie. Les habitats marécageux commencèrent à se dessécher. Les forêts tropicales se fragmentèrent. Les tourbières rétrécirent. Le puits de carbone qui enrichissait l'atmosphère terrestre en oxygène depuis des millions d'années s'éteignait. Et l'oxygène commença à décliner.
Depuis son pic, le taux atmosphérique entama une lente chute irréversible. Au début du Permien, il avoisinait les 25%. Encore élevé selon nos standards modernes, mais insuffisant pour soutenir la physiologie des géants. Les insectes de grande taille ne pouvaient plus obtenir assez d'oxygène pour nourrir leur masse. Et ce n'était pas le seul problème. L'effondrement des forêts carbonifères, que les scientifiques appellent aujourd'hui la crise forestière du Carbonifère, il y a environ 305 millions d'années, priva de nombreux amphibiens et grands arthropodes de leurs niches écologiques. Les incendies devinrent plus fréquents dans le climat plus sec. Les champignons, mieux adaptés à la décomposition dans des environnements plus frais et pauvres, en oxygène, commencèrent à surpasser les plantes pour la dégradation du bois, piégeant moins de carbone dans le sol et laissant davantage de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. La biosphère se rééquilibrait, mais pas en faveur des géants. Puis vinrent les reptiles, avec leurs œufs amniotiques et leur peau écailleuse imperméable. Les premiers reptiles n'avaient pas besoin de marécages. Ils pouvaient s'avancer à l'intérieur des terres, pondre sur un sol sec, respirer avec moins d'oxygène et continuer à croître. Ils n'étaient pas encore dominants, mais ils étaient flexibles, adaptables, prêts à hériter de ce que les invertébrés ne pouvaient plus conserver. Au début du Permien, vers 299 millions d'années, le règne des arthropodes géants était pratiquement terminé. Certaines lignées survécurent, plus petites, plus efficaces, plus économes. Mais l'ère des géants était révolue. Il est tentant d'imaginer un autre scénario. Et si l'évolution avait tiré les dés autrement? Les insectes auraient-ils pu conserver leur taille? Vivrions-nous dans un monde avec des guêpes de la taille d'un colibri et des coléoptères gros comme des condors? Probablement pas. Car une fois que les vertébrés eurent pris l'avantage, une fois que les poumons et les systèmes circulatoires complexes entrèrent dans la compétition, les arthropodes perdirent leur supériorité. Le plan corporel des vertébrés permettait plus de mobilité, plus d'adaptabilité et surtout de l'évolutivité. Et l'échelle compte. Lorsque les oiseaux ont pris leur envol et que les mammifères ont émergé du sous-bois, la pression s'est accentuée. La compétition s'est intensifiée. Nouveaux prédateurs, nouvelles proies, nouvelles tactiques. Les insectes n'ont pas disparu, mais ils ne pouvaient plus dominer comme auparavant. Pourtant, des échos de cet ancien empire des insectes subsistent. On les voit dans le vol silencieux des libellules, dont la mécanique de vol n'a pas changé depuis 300 millions d'années, dans l'armure segmentée des mille pattes, dans l'élégance étrange des mantes, chassant patiemment comme de petits dinosaures. Ils sont plus petits aujourd'hui, moins terrifiants, mais pas moins remarquables. Ils n'ont pas tant évolué entre-temps. Ils se sont réduits, mais beaucoup des mécanismes observés à l'époque sont encore présents ou n'ont subi que très peu d'adaptation. Mais un monde aussi hyperoxique pourrait-il jamais revenir? La réponse est un non catégorique, et les raisons en révèlent l'une des plus fascinantes courses aux armements évolutifs de l'histoire de la Terre. L'histoire tourne autour d'une substance apparemment banale, appelée lignine. Aujourd'hui, nous la tenons pour acquise, mais la lignine fut une innovation révolutionnaire lorsque les plantes l'ont développée il y a environ 400 millions d'années. Ce polymère complexe a donné aux plantes un soutien rigide, leur permettant de croître plus haut et de rivaliser pour la lumière du soleil. La lignine est ce qui met du bois dans les plantes ligneuses. C'est un composant clé des troncs d'arbres, des branches et d'autres tissus de soutien. Mais la lignine avait une propriété qui allait changer l'atmosphère terrestre. Elle était extrêmement difficile à décomposer biologiquement. Lorsque les premières plantes ont développé la lignine, rien sur Terre ne pouvait la décomposer efficacement. Quand ces plantes mouraient, au lieu de pourrir complètement, une grande partie de leur tissu riche en carbone s'enfouissait dans des conditions marécageuses, finissant par former du charbon. Cela créait un flux unidirectionnel de carbone de l'atmosphère vers les tissus végétaux, puis vers le sol. Et pour chaque atome de carbone enfoui, de l'oxygène libre restait dans l'atmosphère. Ce déséquilibre, le carbone entrant sans ressortir, a fait grimper les niveaux d'oxygène de plus en plus haut au fil des millions d'années. Puis un événement s'est produit qui allait changer à jamais la chimie de la Terre. Vers la fin du Carbonifère,
un certain groupe de champignons a évolué en développant la capacité de décomposer efficacement la lignine. Ces champignons à pourriture blanche ont développé des outils enzymatiques pour démanteler ce polymère coriace, libérant son carbone stocké dans l'atmosphère. Ce fut une innovation évolutive aussi importante que l'évolution de la lignine elle-même. Soudain, la rue à sens unique du carbone est devenue un échange à double sens. Les plantes mortes pouvaient désormais être complètement décomposées. Leur carbone retournait à l'atmosphère, empêchant l'accumulation d'oxygène. Cette innovation fongique était si efficace qu'elle a fondamentalement reconfiguré le cycle du carbone terrestre. Plus jamais les conditions ne permettraient l'énorme enfouissement du carbone qui avait créé le pic d'oxygène du Carbonifère. Les premières versions de ces champignons se retrouvent dans l'ambre du Carbonifère tardif, précisément au moment où les niveaux d'oxygène commençaient à chuter. Aujourd'hui, chaque sol forestier regorge de champignons décomposeurs de lignine. Chaque tronc d'arbre abattu abrite une communauté de décomposeurs capables de le réduire complètement. Les arbres modernes produisent encore de la lignine, mais désormais elle fait partie d'un cycle du carbone équilibré et non plus d'un aller simple vers la séquestration. L'évolution des champignons dégradant la lignine est la raison pour laquelle nous ne verrons jamais revenir un taux d'oxygène à 35%. C'est un exemple parfait de la façon dont la vie elle-même remodèle la chimie de la planète, créant des boucles de rétroaction qui persistent pendant des centaines de millions d'années. Mais les champignons n'étaient pas les seuls organismes à avoir changé la donne. L'évolution des termites, il y a environ 150 millions d'années, a introduit un autre système de décomposition du bois extrêmement efficace. Ces insectes, avec leur microbiome intestinal spécialisé, sont devenus incroyablement performants pour décomposer la cellulose et d'autres matériaux végétaux. Aujourd'hui, les termites traitent environ un tiers de tout le bois mort dans les environnements tropicaux. Ces décomposeurs, champignons, bactéries, termites et autres, forment désormais une équipe de nettoyage continu qui empêche l'enfouissement massif du carbone qui avait autrefois fait grimper les niveaux d'oxygène. Ce n'est pas seulement l'absence de forêts marécageuses, c'est la présence d'organismes qui n'auraient pas pu exister tant que l'évolution n'avait pas résolu l'énigme de la lignine. Cette course aux armements évolutifs, les plantes développant une lignine coriace, puis les champignons développant des moyens de la décomposer, a fondamentalement changé l'atmosphère terrestre. C'est un basculement aussi significatif que le grand événement d'oxygénation 2 milliards d'années plus tôt, mais dans la direction opposée. Non pas éliminer l'oxygène, mais l'empêcher d'atteindre à nouveau de tels niveaux extrêmes. Le pic d'oxygène du Carbonifère n'était pas seulement un chapitre étrange de l'histoire terrestre, c'était un événement unique, une fenêtre d'opportunité créée par un déséquilibre temporaire du cycle du carbone, que la vie elle-même a fini par corriger. Et cela nous amène à un autre aperçu remarquable de notre atmosphère. Ce n'est pas seulement une caractéristique physique de la planète, c'est une création biologique façonnée par les activités métaboliques d'innombrables organismes pendant des milliards d'années. L'air que nous respirons est, en un sens très réel, un produit de la vie elle-même. Mais le Carbonifère n'a pas été la seule époque où les niveaux d'oxygène ont changé radicalement. Prenons du recul pour voir toute l'histoire de l'oxygène sur Terre, car elle raconte une histoire de révolution, d'équilibre et de l'essor de la complexité. Pendant les 2 premiers milliards d'années de l'existence de la Terre, il n'y avait pratiquement pas d'oxygène libre dans l'atmosphère, moins d'1 millième de %. Les premières formes de vie étaient des anaérobies utilisant d'autres produits chimiques que l'oxygène dans leur métabolisme. L'atmosphère de la planète était dominée par l'azote, le dioxyde de carbone et le méthane, plus proche de celle de Vénus ou de Mars aujourd'hui que de la Terre moderne. Puis, il y a environ 2,4 milliards d'années, un événement révolutionnaire s'est produit. De simples organismes unicellulaires, appelés cyanobactéries, ont perfectionné la photosynthèse, la capacité d'utiliser la lumière du soleil pour scinder les molécules d'eau, produisant de l'énergie et libérant de l'oxygène comme déchets. Du point de vue des bactéries, ce n'était qu'un tour métabolique utile, mais cela allait transformer la planète. Lentement d'abord, puis avec une dynamique croissante, l'oxygène a commencé à s'accumuler dans l'atmosphère. Une grande partie a d'abord réagi avec le fer dissous dans les océans, créant d'énormes dépôts de rouille appelés formations de fer rubané,
que nous exploitons encore aujourd'hui. Mais finalement, l'oxygène a submergé ces puits chimiques et a commencé à s'accumuler dans l'atmosphère. Cet événement, le grand événement d'oxygénation, fut la première révolution atmosphérique de la Terre. Les niveaux d'oxygène sont passés de presque 0 à peut-être 1 ou 2% de l'atmosphère. Ce fut aussi la première extinction massive de la Terre. Les organismes anaérobies qui trouvaient l'oxygène toxique étant anéantis ou relégués dans des environnements sans oxygène. Pendant le milliard et demi d'années qui a suivi, les niveaux d'oxygène sont restés relativement bas, fluctuant peut-être entre 1 et 10%. Puis, il y a environ 800 millions d'années, une nouvelle hausse de l'oxygène a commencé. L'événement d'oxygénation néoprotérozoïque faisant grimper les niveaux à peut-être 15% de l'atmosphère. Cela a peut-être contribué à déclencher l'évolution des premiers animaux complexes. D'environ 550 à 400 millions d'années, l'oxygène a augmenté progressivement pour atteindre environ 20% avec l'évolution et la propagation des premières plantes terrestres. Puis vint l'augmentation spectaculaire au cours du Carbonifère que nous avons exploré, atteignant un pic de 30 à 35% il y a environ 300 millions d'années. Depuis, l'oxygène a connu plusieurs oscillations mais n'a jamais retrouvé de tels sommets. Il y eut une chute importante durant les périodes permienne et triasique, peut-être jusqu'à 15%, suivie d'une remontée au Crétacé autour de 25 à 30%. Depuis 60 millions d'années, les niveaux ont progressivement décliné jusqu'à nos 21% actuels. Ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est à quel point elle s'aligne étroitement avec l'évolution de la vie complexe. Chaque augmentation majeure de l'oxygène atmosphérique correspond à l'émergence de formes de vie plus complexes et gourmandes en énergie. Le grand événement d'oxygénation a préparé la Terre aux premières cellules eucaryotes. L'augmentation du néoprotérozoïque a précédé l'explosion cambrienne de la diversité animale. Le pic carbonifère a permis l'apparition des premiers grands animaux terrestres. L'oxygène n'est pas seulement une condition de fond pour la vie. Il a été un moteur d'innovation évolutive, permettant à plusieurs reprises de nouvelles formes de complexité. Des niveaux plus élevés d'oxygène permettent des taux métaboliques plus importants, ce qui soutient à son tour des plans corporels et des comportements plus complexes. L'atmosphère actuelle, avec ses 21% d'oxygène, représente un équilibre à long terme entre les processus producteurs d'oxygène, principalement la photosynthèse, et les processus consommateurs, respiration, décomposition et altération chimique. Ce taux est assez élevé pour soutenir une vie complexe comme la nôtre, mais suffisamment bas pour éviter les incendies incontrôlables qui auraient été fréquents au Carbonifère. Les activités humaines provoquent une très légère diminution de l'oxygène atmosphérique, environ 0,001% par an, en brûlant des combustibles fossiles. Ce rythme est trop faible pour affecter directement la santé humaine, mais il représente un nouveau chapitre dans la longue danse entre la vie et son environnement gazeux. L'histoire de l'oxygène terrestre nous rappelle que notre planète n'est pas statique. Elle a traversé des transformations radicales, parfois provoquées par les formes de vie les plus simples. L'air que nous respirons aujourd'hui est le produit de milliards d'années d'activité biologique, de réactions chimiques et de processus géologiques. C'est une atmosphère vivante, constamment entretenue par la biosphère. Et cela nous ramène au Carbonifère, une époque où un déséquilibre temporaire de ce système a créé des conditions si étrangères qu'elles n'ont jamais été répétées. Les insectes géants de cette ère n'étaient pas de simples curiosités. Ils étaient le produit d'un moment atmosphérique spécifique, bénéficiaire d'une brève fenêtre, où l'oxygène atteignit des niveaux qui ne seraient plus jamais atteints. Les scientifiques ont confirmé expérimentalement la connexion entre l'oxygène et la taille des insectes. En 2010, des chercheurs de l'Université d'État de l'Arizona ont mené une expérience élégante. Ils ont élevé des mouches des fruits dans des atmosphères avec différentes concentrations d'oxygène sur plusieurs générations. Les résultats étaient clairs. Plus d'oxygène produisait des corps plus grands, moins d'oxygène des corps plus petits. Des expériences similaires avec des libellules ont montré que des espèces modernes élevées dans une atmosphère à 35% d'oxygène développaient des rapports, corps, plus grands et atteignaient des tailles bien supérieures à leurs normes. Ces études démontrent que le potentiel génétique du gigantisme existe encore chez les insectes modernes.
Ils ne peuvent simplement pas exprimer ces traits dans l'atmosphère actuelle. Mais l'histoire devient encore plus intéressante si l'on considère un autre facteur, la densité atmosphérique. L'atmosphère carbonifère n'était pas seulement riche en oxygène, elle était probablement plus dense dans son ensemble. Des modèles informatiques suggèrent que la combinaison d'un oxygène plus élevé et de niveaux différents de dioxyde de carbone aurait créé un air environ 20 à 25% plus dense que celui que nous respirons aujourd'hui. Pour les insectes volants, cela faisait une énorme différence. Un air plus dense fournit plus de portance pour les ailes, rendant le vol plus facile et moins coûteux en énergie. Méganera, avec son immense envergure, n'était pas seulement capable de respirer au carbonifère, elle pouvait voler plus efficacement que ce qui serait possible aujourd'hui, même si les niveaux modernes d'oxygène pouvaient soutenir sa taille. Cet effet de densité ne concernait pas que les insectes. Les premiers tétrapodes, créatures amphibiennes qui commençaient à exploiter les environnements terrestres, trouvaient l'air dense et riche en oxygène beaucoup plus facile à respirer avec leurs poumons primitifs. Cela a peut-être été un facteur crucial permettant aux vertébrés de réussir la transition difficile de l'eau à la terre. L'atmosphère carbonifère avait aussi une autre caractéristique distinctive. Elle était sujette à des incendies spectaculaires et incontrôlables. Alors que les forêts modernes peuvent certes brûler par temps sec, les forêts carbonifères pouvaient se brûler même humides. Des expériences de laboratoire ont montré qu'à 35% d'oxygène, même une végétation humide peut soutenir la combustion. Ironiquement, ces incendies ont peut-être aidé à limiter l'oxygène, l'empêchant de grimper encore plus. Plus l'oxygène augmentait, plus les incendies étaient fréquents, créant une boucle de rétroaction négative. Plus d'oxygène menait à plus de feu, qui consumait la matière végétale qui aurait autrement été enfouie, renvoyant du carbone dans l'atmosphère et empêchant l'augmentation supplémentaire de l'oxygène. Certains scientifiques pensent que ce mécanisme de rétroaction par le feu a pu plafonner l'oxygène autour de 35%. Au-delà, les incendies auraient été si fréquents et intenses que les forêts n'auraient pas pu se rétablir. Des preuves de ces anciens feux proviennent des dépôts de charbon de bois dans les sédiments carbonifères. Ces couches indiquent des brûlages réguliers et intenses. Un autre aspect de ce monde étranger difficile à imaginer aujourd'hui. Les effets en cascade de ce monde hyperoxique allaient bien au-delà de la création d'insectes géants. Tout l'écosystème a été façonné par ces conditions atmosphériques, transformant la trajectoire évolutive de multiples lignées. Considérons les forêts elles-mêmes. Les niveaux élevés d'oxygène permettaient aux plantes de pousser plus haut et plus vite qu'il n'aurait été possible autrement. Les lycopsides du carbonifère, comme l'Lepidodendron, pouvaient atteindre leur maturité en seulement 10 à 15 ans. Incroyablement rapide pour un arbre de 30 mètres. À titre de comparaison, les séquoias modernes mettent plusieurs siècles à atteindre leur pleine hauteur. Cette croissance rapide était possible car des concentrations élevées d'oxygène amélioraient l'efficacité photosynthétique. Les plantes pouvaient produire plus d'énergie avec moins d'efforts, alimentant une croissance explosive. Les forêts du carbonifère n'étaient pas seulement plus grandes, elles étaient plus productives, générant de la biomasse à des taux impossibles aujourd'hui. Elles étaient aussi structurellement différentes des forêts modernes. En l'absence de la pression sélective exercée par des décomposeurs efficaces, les plantes carbonifères n'avaient pas besoin d'investir lourdement dans des composés défensifs pour dissuader les herbivores et les champignons. Leurs tissus contenaient moins de tanins, de résine et d'autres composés qui rendent le bois moderne résistant à la décomposition. Cela a pu les rendre plus vulnérables aux insectes qui s'en nourrissaient, déclenchant une course aux armements qui a contribué à l'évolution de différentes stratégies alimentaires. L'environnement riche en oxygène a également affecté la reproduction. De nombreuses plantes du carbonifère se reproduisaient par spores plutôt que par graines, une méthode plus primitive qui nécessite de l'eau pour la fécondation. Les conditions humides et marécageuses du carbonifère étaient parfaites pour cette stratégie. Mais à mesure que le climat s'asséchait vers la fin de la période, les plantes à graines, qui peuvent être fécondées sans eau stagnante, ont gagné un avantage évolutif. Cette transition de la reproduction par spore à celle par graines a été accélérée par l'évolution des conditions atmosphériques. Pour les amphibiens,
L'air riche en oxygène représentait à la fois des opportunités et des défis. Les premiers tétrapodes comme Eriops et Proterogyrinus atteignaient des tailles impressionnantes, certains mesurant plus de 4,5 mètres de long. Leurs poumons primitifs fonctionnaient plus efficacement dans des conditions riches en oxygène, leur permettant de s'aventurer plus loin de l'eau qu'il n'aurait autrement été possible. Mais ces amphibiens avaient encore une faiblesse critique. Leurs œufs devaient être pondus dans l'eau pour éviter le dessèchement. À mesure que le climat carbonifère changeait et que les habitats marécageux devenaient plus rares, cette limitation devenait de plus en plus problématique. Cela a créé une pression évolutive qui mènerait à l'une des adaptations les plus importantes de l'histoire des vertébrés, l'œuf amniotique. Il y a environ 320 millions d'années, les premiers vrais reptiles ont évolué. Leur innovation clé fut un œuf doté d'une coquille protectrice et de membranes internes, maintenant l'embryon humide. Cet œuf amniotique fut une percée biologique, libérant les vertébrés de leur dépendance à l'eau stagnante pour la reproduction. Les premiers reptiles comme Hylonomus et Paléothyris étaient petits, peut-être 30 à 50 cm de long, mais ils avaient un avantage crucial sur leurs contemporains amphibiens. Ils pouvaient pondre leurs œufs sur la terre ferme, dans des environnements relativement secs. Cette adaptation, combinée à une peau écailleuse, empêchant la perte d'eau, permit aux reptiles de prospérer dans les conditions de plus en plus arides de la fin du Carbonifère et du début du Permien. À mesure que les niveaux d'oxygène diminuaient, l'avantage se déplaça vers les organismes dotés de systèmes respiratoires plus efficaces. Les reptiles, avec leurs poumons et leurs systèmes circulatoires améliorés, étaient parfaitement positionnés pour hériter d'un monde devenu de plus en plus hostile aux arthropodes géants. La transition du Carbonifère au Permien, il y a environ 299 millions d'années, marqua la fin de l'ère des insectes géants et le début de l'âge des reptiles. Les niveaux d'oxygène continuèrent à chuter, atteignant peut-être 15% durant certaines périodes du Permien, nettement plus bas que les 21% actuels. Ces conditions atmosphériques changeantes provoquèrent l'une des transitions les plus significatives de l'histoire de la Terre, d'un monde dominé par les amphibiens et les arthropodes géants à un monde de plus en plus contrôlé par les reptiles. Les descendants de ces premiers reptiles incluraient finalement les dinosaures, les ptérosaures, les oiseaux et les mammifères, y compris nous. En un sens très réel, nous devons notre existence à la chute des niveaux d'oxygène qui mit fin au règne des géants arthropodes. Le pic d'oxygène du Carbonifère n'était pas une simple anomalie intéressante. C'était un moment charnière de l'histoire de la Terre, qui façonna les trajectoires évolutives de multiples lignées pendant des centaines de millions d'années, et ces effets résonnent encore aujourd'hui. Considérons le charbon qui alimente une grande partie de notre monde moderne. Ces roches noires qui alimentent centrales et industries sont les restes compressés et transformés des forêts carbonifères. Le nom même Carbonifère signifie porteur de charbon, reflétant l'abondance des gisements de cette période. Quand nous brûlons du charbon, nous libérons du carbone qui avait été séquestré il y a plus de 300 millions d'années, inversant le processus qui avait créé le pic d'oxygène en premier lieu. Ironiquement, notre utilisation des combustibles fossiles provoque une très légère diminution de l'oxygène atmosphérique, environ 0,0001% par an. C'est trop faible pour affecter directement la santé humaine, mais cela représente un infime pas vers l'inversion du grand événement d'oxygénation qui avait rendu possible la vie complexe. Bien sûr, au rythme actuel, il faudrait des milliers d'années pour que cela fasse une différence significative dans les niveaux d'oxygène et d'autres effets de l'utilisation des combustibles fossiles, en particulier le changement climatique, sont des préoccupations bien plus immédiates. Mais l'histoire de l'oxygène terrestre nous enseigne quelque chose de profond sur notre planète. Elle n'est pas une scène statique sur laquelle la vie se déroule. C'est un système dynamique où la vie et l'environnement se façonnent constamment l'un l'autre. L'oxygène que nous respirons est biologiquement produit et maintenu par le métabolisme collectif d'innombrables organismes. Changez les organismes et vous changez l'atmosphère. Cette perspective nous aide à comprendre pourquoi les chercheurs d'exoplanètes sont si intéressés par la détection d'oxygène dans les atmosphères de mondes lointains. L'oxygène libre est relativement réactif et se lierait rapidement à d'autres éléments
s'il n'était pas continuellement renouvelé. Sur Terre, ce renouvellement vient de la photosynthèse. Trouver une signature d'oxygène similaire sur une autre planète serait un fort indicateur de vie. Peut-être pas de vie intelligente, mais au moins d'organismes photosynthétiques modifiant leur atmosphère planétaire comme ils l'ont fait sur Terre. La recherche de biosignatures, des indices chimiques de vie dans les atmosphères d'exoplanètes, est l'un des domaines les plus passionnants de l'astronomie, et elle est éclairée par notre compréhension de la façon dont l'atmosphère terrestre a été transformée par la vie au cours de milliards d'années. Mais l'histoire de l'oxygène a aussi des implications plus proches de nous. Comprendre comment la composition atmosphérique affecte l'évolution nous donne un aperçu de notre propre biologie. Les humains, comme tous les mammifères, sont hautement dépendants de l'oxygène. Nos taux métaboliques élevés et nos cerveaux gourmands en énergie exigent un apport constant et efficace en oxygène. C'est pourquoi nous avons évolué avec des systèmes respiratoires et circulatoires si sophistiqués, des poumons avec des millions d'alvéoles pour maximiser les échanges gazeux, et un sang riche en hémoglobine pour transporter l'oxygène dans tout le corps. Ces adaptations reflètent notre histoire évolutive dans un environnement riche en oxygène. Contrairement aux insectes avec leur système trachéen passif, les vertébrés ont évolué avec une respiration active par pompage, capable de s'adapter à des animaux plus grands. Cela nous a permis de maintenir des taux métaboliques élevés, même lorsque les niveaux d'oxygène fluctuaient au fil du temps géologique. Notre dépendance à l'oxygène est si totale que même de petits changements dans sa disponibilité ont des effets profonds. Montez en altitude, là où la pression partielle en oxygène est plus faible, et vous ressentirez rapidement les effets: essoufflement, fatigue et potentiellement des affections plus graves comme le mal aigu des montagnes. Restez assez longtemps en altitude, et votre corps s'adaptera en produisant plus de globules rouges pour capter l'oxygène disponible. Une réponse physiologique qui démontre à quel point notre biologie est intimement liée à ce gaz. À l'autre extrême, l'oxygénothérapie hyperbare, exposition à des concentrations d'oxygène supérieures à la normale, est utilisée médicalement pour traiter des affections comme les accidents de décompression, l'intoxication au monoxyde de carbone ou certaines infections. L'oxygène supplémentaire se dissout directement dans le plasma sanguin, contournant le système normal de transport par l'hémoglobine et livrant davantage de ce gaz vital aux tissus qui en ont besoin. Mais trop d'oxygène peut être nocif. L'hyperoxie, ou toxicité de l'oxygène, peut endommager les poumons, le système nerveux central et d'autres tissus. Nos cellules ont évolué pour fonctionner dans une plage relativement étroite de concentration d'oxygène. Comme boucle d'or, il faut que ce soit juste comme il faut, ni trop peu, ni trop. Cet équilibre biologique reflète la longue histoire de l'oxygène sur Terre. Notre physiologie est adaptée à l'équilibre atmosphérique actuel, 21% d'oxygène au niveau de la mer. Des écarts significatifs dans un sens ou dans l'autre exigeraient des ajustements biologiques substantiels. Si nous étions transportés au Carbonifère avec ses 35% d'oxygène, nous éprouverions quelque chose comme une intoxication à l'oxygène. Notre pensée serait troublée, notre coordination réduite, et nous pourrions éventuellement subir des crises. L'évolution ne nous a pas préparés à des conditions aussi riches en oxygène, car elles n'ont pas existé depuis des centaines de millions d'années. Inversement, si les niveaux d'oxygène chutaient de manière significative, disons à 15% comme durant certaines parties du Permien, nous aurions constamment l'impression d'être essoufflés, comme en haute altitude. Notre physiologie actuelle est calibrée à l'atmosphère dans laquelle nous avons évolué, et non à celle du passé profond. Cela soulève une question intéressante sur l'adaptabilité humaine et l'exploration spatiale. Alors que nous envisageons d'établir une présence humaine sur d'autres mondes, que ce soit par des visites ou des colonies permanentes, nous devrons composer avec des compositions atmosphériques différentes. Mars, par exemple, possède une atmosphère dont la pression est inférieure à 1% de celle de la Terre et ne contient que des traces d'oxygène. Toute habitation humaine nécessiterait des environnements artificiellement maintenus avec un air semblable à celui de la Terre. Plus intrigantes encore sont les propositions visant à terraformer Mars pour transformer son atmosphère afin de la rendre plus semblable à celle de la Terre. De tels projets devraient considérer non seulement la température et la pression, mais aussi le mélange gazeux spécifique dont la physiologie humaine a besoin. Nous sommes,
au sens le plus littéral, des créatures de notre atmosphère, façonnées par sa chimie particulière au cours de millions d'années d'évolution. Cela nous ramène au Carbonifère et à ses leçons sur les changements atmosphériques. La transition d'un haut niveau d'oxygène vers un niveau plus bas à la fin de cette période entraîna d'immenses changements évolutifs et des événements d'extinction. C'est un rappel que lorsque les atmosphères changent, la vie doit s'adapter ou disparaître. Aujourd'hui, nous provoquons un changement atmosphérique d'une autre nature, non pas principalement dans les niveaux d'oxygène, mais dans les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone. Le rythme de ce changement est sans précédent dans l'histoire géologique, se produisant en décennies plutôt qu'en millions d'années. La leçon du Carbonifère est claire. Le changement atmosphérique entraîne un changement biologique, souvent de manière difficile à prédire. Mais il y a une autre leçon du Carbonifère tout aussi importante. Les insectes et autres arthropodes qui atteignaient autrefois des tailles énormes n'ont pas disparu lorsque les niveaux d'oxygène ont chuté. Ils se sont adaptés. Ils ont développé des systèmes respiratoires plus efficaces, réduit leur taille corporelle pour s'ajuster aux nouvelles contraintes atmosphériques et se sont diversifiés dans d'innombrables niches. Aujourd'hui, les insectes comptent parmi les animaux les plus prospères de la Terre, avec plus d'1 million d'espèces décrites et bien d'autres encore à découvrir. Ils sont peut-être plus petits que leurs ancêtres du Carbonifère, mais on peut dire qu'ils sont encore plus réussis. Ils ont colonisé pratiquement tous les habitats terrestres de la planète, des déserts aux forêts tropicales, des sommets montagneux aux environnements urbains. Cette capacité d'adaptation est une caractéristique essentielle de la vie sur Terre. Lorsque les conditions changent, la vie trouve un moyen de continuer, souvent sous de nouvelles formes et avec de nouveaux groupes dominants. La fin du pic d'oxygène du Carbonifère n'a pas signifié la disparition de la vie. Elle a simplement changé les organismes qui allaient prospérer. Alors que nous faisons face à notre propre période de changement environnemental rapide, cette perspective offre à la fois prudence et espoir. La prudence, c'est que des changements significatifs dans l'atmosphère et le climat de la Terre entraîneront inévitablement des transformations biologiques, y compris des extinctions. L'espoir, c'est que la vie dans son ensemble a montré une résilience remarquable pendant des milliards d'années, s'adaptant à des conditions bien plus extrêmes que tout ce que les humains ont causé jusqu'ici. Notre propre espèce, avec ses capacités technologiques immenses, dispose de plus d'options d'adaptation que n'importe quel organisme précédent. Nous pouvons créer des environnements artificiels, développer de nouvelles technologies et même, potentiellement, concevoir des adaptations biologiques. Mais nous restons fondamentalement dépendants des systèmes planétaires qui soutiennent la vie depuis des milliards d'années, parmi lesquels le cycle de l'oxygène. Comprendre l'histoire de l'atmosphère terrestre nous aide à apprécier à quel point la chimie de notre planète est finement réglée pour la vie telle que nous la connaissons. Le pic d'oxygène du Carbonifère était une création biologique, le résultat de plantes produisant de l'oxygène plus vite qu'il ne pouvait être consommé. Sa fin fut tout aussi biologique, l'évolution de décomposeurs capables de dégrader la lignine et de renvoyer le carbone dans l'atmosphère. Cet équilibre, production contre consommation d'oxygène, se maintient encore aujourd'hui grâce au métabolisme collectif de la biosphère. C'est un équilibre dynamique, non une condition statique, et il peut être perturbé par des changements importants dans les organismes qui le soutiennent. Les géants du Carbonifère, les libellules aux ailes de 2 pieds, les millipèdes comme l'Arthropleura atteignant 2,5 mètres de long, les scorpions de la taille d'un chat, n'ont été possibles qu'à cause d'un moment atmosphérique particulier, une fenêtre d'opportunité créée par un déséquilibre dans le cycle du carbone terrestre. Quand ce déséquilibre fut corrigé par l'évolution des champignons dégradant la lignine, la fenêtre s'est refermée, pour ne plus jamais s'ouvrir. Mais l'impact de ce monde brièvement hyperoxique continue de résonner dans l'histoire de la Terre. Le charbon formé au Carbonifère alimente une grande partie de notre civilisation moderne. Les pressions évolutives créées par les changements du taux d'oxygène ont contribué au développement de l'œuf amniotique et à l'essor des reptiles. Et les fossiles de ces arthropodes géants offrent une démonstration frappante de la manière dont la chimie atmosphérique façonne les possibilités de la vie. L'étude scientifique des niveaux d'oxygène au Carbonifère et des arthropodes géants continue aujourd'hui, avec de nouvelles technologies offrant des aperçus inédits de ce monde ancien.
L'un des domaines les plus prometteurs est l'étude de l'ambre, résine fossilisée parfois contenant de minuscules bulles d'air anciens. En analysant ces bulles, grâce à la spectrométrie de masse avancée, les chercheurs peuvent mesurer directement la composition gazeuse des atmosphères anciennes. Des études récentes sur de l'ambre du Crétacé ont confirmé des niveaux d'oxygène élevés à cette époque, bien que moins extrêmes que durant le Carbonifère, renforçant ainsi la validité des méthodes utilisées pour estimer des atmosphères encore plus anciennes. Une autre approche innovante consiste à examiner la structure microscopique des fossiles végétaux. La densité des stomates, petits pores à la surface des feuilles, qui permettent les échanges gazeux, est inversement liée à la concentration de dioxyde de carbone. Quand le CO2 est abondant, les plantes ont besoin de moins de stomates. Quand il est rare, elles en développent davantage. En comptant la densité des stomates dans les feuilles fossiles, les chercheurs peuvent estimer les anciens niveaux de CO2, ce qui aide à contraindre les estimations d'oxygène. Les techniques d'imagerie avancée révolutionnent également notre compréhension de la respiration des arthropodes. La tomodensitométrie et l'imagerie synchrotron permettent aux scientifiques de visualiser l'anatomie interne d'insectes fossiles et modernes, avec un détail sans précédent. Ces études ont montré que les insectes peuvent contrôler activement le diamètre de leur trachée, les dilatant lors de périodes de forte demande en oxygène, comme le vol. Cela suggère que même les géants du Carbonifère avaient une certaine capacité de régulation respiratoire, bien qu'ils soient restés fondamentalement limités par la diffusion passive. La modélisation informatique est devenue un autre outil puissant. En créant des simulations détaillées des systèmes respiratoires des insectes, les chercheurs peuvent tester des hypothèses sur le lien entre taille et besoin en oxygène. Ces modèles suggèrent que, dans l'atmosphère actuelle, la taille maximale théorique d'un insecte volant n'est pas beaucoup plus grande que celle des plus grandes espèces existantes. Mais dans une atmosphère à 35% d'oxygène, la limite augmente considérablement, ce qui correspond parfaitement aux preuves fossiles du Carbonifère. Les implications de ces recherches dépassent la simple compréhension du passé terrestre. En explorant d'autres mondes, la question de l'influence de la composition atmosphérique sur l'évolution de la vie devient de plus en plus pertinente. Mars a jadis possédé une atmosphère plus dense et de l'eau liquide à sa surface. Si la vie y est apparue, comment aurait-elle été façonnée par la chimie particulière de l'atmosphère martienne ? Quel type de système respiratoire pourrait évoluer sur des mondes à la composition atmosphérique différente de celle de la Terre ? Ces questions ne sont pas seulement théoriques, elles orientent notre recherche de biosignature, c'est-à-dire des indices de vie sur d'autres planètes. En comprenant comment la vie et l'atmosphère interagissent sur Terre, nous développons de meilleurs modèles pour savoir quoi chercher ailleurs. Le pic d'oxygène du Carbonifère apporte également des enseignements sur les futurs possibles de notre propre planète. Même si nous ne reverrons jamais 35% d'oxygène à cause de l'évolution des organismes dégradant la lignine, les activités humaines provoquent d'autres changements importants dans la chimie atmosphérique. L'augmentation rapide du dioxyde de carbone, passé d'environ 280 parties par million avant la révolution industrielle à plus de 420 aujourd'hui, représente un rythme de changement sans précédent dans l'histoire géologique. Tout comme le passage d'un oxygène élevé à un oxygène plus bas a provoqué des bouleversements évolutifs majeurs à la fin du Carbonifère, les changements actuels de l'atmosphère provoqueront probablement de nouvelles adaptations biologiques. Certains organismes prospéreront, d'autres auront du mal à survivre. Les gagnants et perdants précis sont difficiles à prédire, mais l'histoire de l'atmosphère terrestre suggère qu'un changement significatif est inévitable. Cette perspective permet de replacer nos préoccupations climatiques actuelles dans un contexte plus large. La Terre et sa biosphère ont déjà connu des changements spectaculaires. La vie dans son ensemble a prouvé une résilience remarquable, mais les espèces individuelles, les écosystèmes et les régimes climatiques peuvent changer radicalement lorsque la chimie atmosphérique franchit certains seuils. Le Carbonifère était un monde de feu où même la végétation humide pouvait brûler dans un air riche en oxygène. Or, notre avenir pourrait être un monde de chaleur, où l'augmentation des gaz à effet de serre piège davantage l'énergie du soleil. Différents moteurs, différentes conséquences, mais les deux démontrent le lien profond entre atmosphère et biosphère.
Mais peut-être que l'aspect le plus fascinant de l'histoire de l'oxygène au Carbonifère est ce qu'elle révèle sur l'interconnexion des systèmes terrestres. L'atmosphère, la biosphère, l'hydrosphère et la géosphère n'existent pas isolément. Elles interagissent constamment, chacune façonnant et étant façonnée par les autres. L'oxygène qui a permis l'existence d'insectes géants provenait des plantes. Ces plantes elles-mêmes sont issues d'une histoire évolutive modelée par des conditions atmosphériques antérieures. Leur capacité à transformer l'atmosphère par la photosynthèse a modifié la chimie de la planète, ce qui a créé de nouvelles pressions évolutives. Ce réseau complexe de rétroaction et d'interaction est ce qui fait de la Terre une planète vivante, et pas seulement un rocher habité. La science moderne des systèmes terrestres met l'accent sur ces interconnexions. Nous comprenons désormais que pour étudier n'importe quel aspect de notre planète, climat, biodiversité ou chimie atmosphérique, nous devons considérer l'ensemble du système. Le pic d'oxygène du Carbonifère et son déclin subséquent offrent un exemple frappant de l'interaction de ces systèmes à l'échelle des temps géologiques. Lorsque nous observons une libellule moderne avec son agilité aérienne incroyable et sa précision prédatrice, nous voyons la descendante de géants. Le plan corporel de base, le système respiratoire, les yeux composés, le mode de vie prédateur. Tout cela a été établi il y a des centaines de millions d'années, quand des méganeurs semblables à des libellules dominaient les cieux du Carbonifère. Les libellules actuelles sont plus petites, mais non moins impressionnantes. Leur capacité de vol et leur taux de succès à la chasse restent inégalés dans le monde des insectes. De même, lorsque nous examinons les mille-pattes ou scorpions modernes, nous voyons les petits parents de gigantesques arthropodes disparus. Ils ont conservé de nombreuses adaptations de leurs ancêtres géants, simplement réduites pour correspondre aux contraintes atmosphériques actuelles. Cette continuité évolutive nous relie directement à ce monde étranger d'il y a 300 millions d'années. Le Carbonifère n'est pas seulement une période lointaine de l'histoire de la Terre. Il est présent dans l'ADN d'innombrables organismes autour de nous, dans le charbon qui alimente encore une grande partie de notre civilisation, et dans l'oxygène que nous respirons. L'étude de ce monde ancien hyperoxique continue d'apporter de nouvelles connaissances. Des recherches récentes suggèrent que des niveaux élevés d'oxygène ont pu jouer un rôle dans l'évolution de comportements de vol complexes chez les insectes. L'excès d'oxygène aurait fourni davantage d'énergie métabolique, permettant potentiellement le développement de systèmes de contrôle neuronal sophistiqués pour le vol. D'autres études indiquent que la transition d'un oxygène élevé vers un oxygène plus faible à la fin du Carbonifère a pu stimuler des innovations dans l'efficacité respiratoire à travers plusieurs groupes animaux. À mesure que l'oxygène devenait moins abondant, la sélection naturelle a favorisé les organismes capables de mieux exploiter ce qui était disponible. Cela aurait contribué au développement de poumons plus efficaces chez les premiers reptiles, préparant le terrain pour les modes de vie actifs et un métabolisme élevé des futurs dinosaures, oiseaux et mammifères. Il existe même des preuves que les changements de taux d'oxygène ont influencé l'évolution du comportement animal. Un oxygène plus élevé permet des taux métaboliques plus importants qui à leur tour favorisent des modes de vie plus actifs. Les stratégies prédatrices des arthropodes carbonifères ont peut-être été façonnées par l'énergie abondante disponible dans leur environnement riche en oxygène. À mesure que l'oxygène déclinait, de nouvelles adaptations comportementales sont devenues nécessaires. Modification des stratégies de chasse, des rythmes d'activité et des budgets énergétiques. Ces découvertes en cours nous rappellent que le pic d'oxygène du Carbonifère n'était pas un phénomène isolé. Il faisait partie de la longue histoire atmosphérique de la Terre. Une histoire qui continue de s'écrire aujourd'hui. La composition actuelle de notre atmosphère, avec ses 21% d'oxygène, 78% d'azote et des gaz traces, dont le dioxyde de carbone essentiel, représente l'équilibre actuel de ce système dynamique. Cet équilibre tiendra-t-il ? Les activités humaines constituent désormais un facteur important de la chimie atmosphérique, en particulier par les émissions de gaz à effet de serre. Si notre impact sur les niveaux d'oxygène reste minime, notre effet sur le dioxyde de carbone et le méthane est considérable. Tout comme le Carbonifère démontre comment un changement atmosphérique peut entraîner un changement biologique,
Notre situation actuelle suggère que nous menons une expérience non planifiée avec les systèmes de la Terre. La leçon du Carbonifère n'est pas que le changement atmosphérique est intrinsèquement mauvais. L'atmosphère de la Terre n'a jamais été statique. C'est plutôt que des changements rapides peuvent provoquer extinction et perturbations écologiques lorsque les organismes n'ont pas le temps de s'adapter. La transition du Carbonifère au Permien s'est déroulée sur des millions d'années, laissant place à des réponses évolutives. Les changements actuels se produisent des ordres de grandeur plus rapidement. Pourtant, il y a aussi de l'espoir dans l'histoire du Carbonifère. Elle montre que les systèmes terrestres tendent vers de nouveaux équilibres. Lorsque l'oxygène est monté trop haut, les incendies se sont multipliés, limitant toute accumulation supplémentaire. Quand les champignons capables de dégrader la lignine ont évolué, ils ont rééquilibré le cycle du carbone. L'histoire de la Terre est pleine de tels mécanismes de rétroaction qui modèrent les changements extrêmes. Comprendre ces mécanismes est crucial alors que nous affrontons notre propre impact sur la planète. En étudiant la façon dont la Terre a réagi à des changements atmosphériques passés, nous obtenons des indices sur la manière dont elle pourrait réagir aux changements actuels et futurs. Ces connaissances éclairent non seulement la climatologie, mais aussi la biologie de la conservation, la politique environnementale et même l'exploration spatiale. Les insectes géants du Carbonifère n'étaient jamais destinés à durer éternellement. Ils étaient les produits d'un moment atmosphérique particulier, une fenêtre d'opportunité créée par un déséquilibre temporaire dans le cycle du carbone de la Terre. Lorsque ce déséquilibre fut corrigé par l'évolution de nouveaux décomposeurs, la fenêtre se referma et les géants disparurent. Mais ils n'étaient pas des échecs évolutifs. Ils étaient parfaitement adaptés à leur époque et à leur environnement, exploitant les conditions uniques de leur monde hyperoxique. Leurs descendants prospèrent encore aujourd'hui, ayant su s'adapter aux changements survenus au cours de centaines de millions d'années. Cette perspective offre un aperçu profond de la vie sur Terre. Le succès n'est pas synonyme de permanence. Rien en évolution n'est permanent. Il s'agit d'adaptation, de la capacité à trouver des opportunités dans des conditions changeantes. Les géants du Carbonifère ont fait exactement cela, prospérant dans leur monde riche en oxygène pendant des dizaines de millions d'années, jusqu'à ce que les conditions changent à nouveau. Alors que nous faisons face à notre propre période de changements environnementaux rapides, cette idée devient de plus en plus pertinente. La question n'est pas de savoir si l'atmosphère et le climat de la Terre vont changer. Ils l'ont toujours fait et le feront toujours. La véritable question est de savoir comment nous répondrons à ces changements, à la fois comme espèce et comme gardiens de la biosphère. Le pic d'oxygène du Carbonifère fut une création biologique, le résultat des plantes produisant de l'oxygène plus rapidement qu'il ne pouvait être consommé. Sa fin fut tout aussi biologique, l'évolution de décomposeurs capables de dégrader la lignine et de renvoyer le carbone dans l'atmosphère. Dans les deux cas, la vie a façonné l'atmosphère, qui à son tour a façonné la vie. Aujourd'hui, les humains sont devenus une force géologique capable de modifier la chimie atmosphérique à l'échelle planétaire. Cela nous confère une responsabilité unique dans l'histoire de la Terre, la capacité de façonner consciemment l'avenir de notre atmosphère, et par extension, les trajectoires évolutives d'innombrables espèces, y compris la nôtre. L'héritage du Carbonifère subsiste dans le charbon que nous brûlons, dans les insectes qui bourdonnent autour de nous, et dans l'oxygène que nous respirons. En comprenant ce monde ancien hyperoxique et sa transformation finale, nous gagnons une perspective sur notre propre moment dans la longue histoire atmosphérique de la Terre. Nous marchons aujourd'hui dans un monde plus calme. Les géants ont disparu, mais leurs histoires sont encore écrites dans la pierre, dans les couches de charbon, dans le génome de leurs descendants et dans la composition même de l'air qui nous entoure. Le Carbonifère n'était pas seulement un chapitre étrange de l'histoire de la Terre. C'était un moment où l'air lui-même a changé ce que la vie pouvait être, où des créatures qui nous semblent impossibles aujourd'hui étaient simplement normales. Et cette idée que la Terre a été de nombreux mondes différents au cours de sa longue histoire est peut-être l'enseignement le plus précieux de tous. Elle nous rappelle que notre monde actuel n'est pas le seul possible. La Terre a été et sera encore bien des choses. Le Carbonifère
avec ses insectes géants et son air riche en oxygène, n'est qu'un chapitre de cette histoire continue, un rappel de la manière dont notre planète peut se réinventer entièrement.